Chers auditeurs et fidèles gens sur Patreon, YouTube, Spotify, whatever, la plateforme que vous utilisez, bienvenue dans le trio économique. On a fait une petite partie avant qu'on ait un petit problème technique, fait que la discussion qu'on avait à propos du MeToo Movement et de le cas Philippe Bond et compagnie, ça sera, si vous voulez y avoir accès, ça va être sur Patreon, justement. Euh, Yann n'est encore pas là. Là, je ne sais plus trop quelle Pouilleux. excuse qu'il faut que je donne. Là. C'est un On avait, pouilleux. il y avait c'est un pouilleux. Bon, OK, ça peut être ça. Ça peut être ça l'excuse. Dans le fond, finalement, Yann il est rendu dans un truc de SDF quelque part. Quelque chose de même. Ou sinon, écoute, il est rendu. Il a décidé de devenir député puis il ne veut pas nous le dire. Il prépare sa campagne. Ouais, c'est ça. Il ne faut C'est. pas partir des rumeurs de même. Il y en a qui c'est clair qu'ils vont penser que c'est vrai. Ah oui, ben écoute, encore une fois, les gens, il faut comprendre que quand on ne parle pas d'économie, moi puis Frank, on n'est pas très sérieux comme personne, puis on fait beaucoup dans le sarcasme. Je sais qu'il faut vous expliquer des choses, mais moi, élitiste que je suis, il faut que je vous explique. Puis c'est pas du mansplaining, c'est du elite-splaining. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas une perspective de genre. C'est moi versus tout le monde. Exact, c'est ça. C'est l'œil en haut de la pyramide. Pour Exactement, c'est reprendre ça. une. Hey, mon Dieu, c'est bon parce que là, comme ça, toutes les conspis pourraient Exact. s'exciter aussi. Conspis de gauche et de droite, là, parce qu'il Ouais, y c'est en a, ça. il y Ils en a vont de être toutes comme les au l'œil de acabits. la pyramide. Ça veut dire que Gilles Ozo, c'est un franc-maçon ou je sais pas quoi. Là, ça Puis va. les gens de droite, les conspis de droite vont penser que je suis une sorte de truc juif, puis les gens de gauche vont penser que je suis un capitaliste parce que c'est le truc du dollar. J'ai gossé toutes les conspis. C'est malade, ces affaires-là. Pareil. Ben, toutes les fois que j'entends ça, des trucs de genre complot juif ou je sais pas trop, je me dis tout le temps, OK, mais J'arrête d'écouter. ouais, mais toutes les fois, j'ai la même réflexion. Je me dis, OK, mais pourquoi Tesla et SpaceX appartiennent à Elon Musk? Pourquoi ça appartient pas à la famille Rothschild? Si ce que vous dites, c'est vrai, tu sais. Ils vont sûrement trouver une réponse. Ça veut pas dire que c'est une bonne réponse, mais ils vont sûrement trouver une réponse à donner. Mais des fois, il y a des arguments. Puis philosophiquement, je ne suis pas fan de l'idée de dire que j'ai le droit de snobber des arguments de certaines personnes. Mais des fois aussi, c'est que la valeur de mon temps, je veux dire, j'ai 50 000 choses à faire dans une journée. Ben oui. Répondre à quelque chose, un commentaire antisémite sur un forum en ligne ou sur la page Patreon ou peu importe, il n'y en a pas sur le Patreon, mais mettons, tu sais, genre, des Ouais, ouais. commentaires sur une page, à un moment donné, tu fais juste faire delete ou ignore. Tu peux pas, si tu veux avoir une vie, là, il y a des fois, c'est mieux d'ignorer certaines choses. C'est vraiment juste quand un argument a trop de place dans l'espace public ou atteint une masse critique dans l'espace public, que là, ça vaut la peine de dealer avec. Mais des fois, il y a des mauvais arguments, c'est peut-être mieux juste de les ignorer parce qu'ils sont trop caves. Non, c'est clair. Hey, l'autre fois, juste avant qu'on rentre dans le sujet, j'écoutais c'était, ça date de plusieurs années, là, mais c'était une émission de radio qui était, je ne sais pas si c'est une émission de radio ou un podcast, là, peu importe, là, mais c'était animé par Alain Finkielkraut. Là. Puis tu avais Mathieu Bocoté qui débattait avec Alain Renaud, qui est un autre philosophe français, mais tu sais, là, tu en as un qui incarnait la position, comment je pourrais dire ça? Ça n'a pas de connotation négative nécessairement dans ma bouche, là, mais tu en as un qui incarnait la position assimilationniste, si on peut dire, ou Ouais, le terme français, d'intégration, là. ou le terme français, puis tu en as un autre qui intégrait l'aspect multiculturaliste. Là. Puis là, j'étais comme, c'est vrai, sérieux, c'était vraiment une discussion vraiment intéressante. Là. Tu sais, les deux amenaient des points, des arguments, des aspects tu sais, que c'est arrivé 3 fois, je pense, pendant que j'écoutais. J'étais comme, ah, tu vois, ça, ce bout-là, j'y avais pas pensé de la manière qu'il l'amène. Ou la manière dont ça s'est amené, je trouve ça un peu caricatural. Ou, ben, tu sais, c'était une discussion intéressante. Puis j'ai vu l'extrait sur YouTube, puis en dessous, dans les commentaires, t'avais de tout bord, tout côté, des commentaires, là, mais je me disais, mais c'est des gens qui sont pas capables de débattre
en viennent à stigmatiser les positions de l'adversaire, mais d'une manière tellement caricaturale. Tu avais un des commentaires, c'était Alain Renault est vraiment un ennemi de la France. C'est des positions comme lui, ça fait en sorte que je veux lutter à mort contre sa perso. Là, j'étais là, my God, tu sais, je veux dire, t'avais l'impression que le gars, c'est un criminel de guerre. Là, tu te dis, écoute, j'ai juste deux intellos qui discutent d'une Puis, tu position à sais, avoir par rapport à l'immigration, puis l'intégration des gens, puis les accommodements raisonnables. Tu sais, il n'y avait aucune des positions qui était déraisonnable à quelque part. Là, tu sais. Même si tu peux être d'accord ou je pas. connais pas ce que Finkielkraut dit. Je l'ai jamais suivi assez pour. Il m'a jamais été les peu de fois que j'essaie d'engager avec ce qu'il disait. Je trouvais que c'était à la limite léger, pas avec une grande profondeur. Là. Donc j'ai comme mis Ben, ça lui, de il était un côté. peu Donc, accessoire, je te dirais. Là. Il faisait juste animer le débat, si on veut. OK. Mais ce que tu me dis, ça me rappelle qu'il y a toujours une proportion ahurissante de gens qui veulent participer à des débats tout simplement pour haïr une position qu'ils haïssent déjà. Ils veulent mettre un visage sur quelque chose qu'ils n'aiment pas. Je pense que ça se fait, peu importe la tribu politique dans laquelle tu adhères, c'est un réflexe fréquent. Puis je pense qu'il n'y a personne qui est immunisé comme ça. Il y a des gens que des fois, je les lis juste pour être sûr de qu'est-ce que j'aime pas. Euh, Puis c'est pas un bon réflexe à avoir, mais la réalité, c'est qu'il existe et c'est une tendance lourde, mais c'est pas constructif du tout. Là. Je suis sûr que si tu regardais, si on pouvait évaluer, on avait quelque chose qu'on pouvait lire, ce que les gens pensaient à ce moment-là dans leur tête. Là. 80% des gens qui étaient venus écouter ce truc-là, c'était pour haïr une des parties présentes. Ouais, Puis c'est ça. peut-être le 20% qui reste, c'était vraiment un engagement de bonne foi ou un clic accidentel. Ben, tu sais, par définition, quand tu débats avec quelqu'un ou que tu consommes un média où deux personnes échangent des opinions, si tu n'as pas à quelque part en dedans de toi minimalement un maigre pourcentage de chance ou d'ouverture d'esprit qui ferait que, OK, je suis pas mal sûr de ce que je pense sur ce sujet-là, mais c'est pas impossible qu'à la suite de l'émission ou le podcast ou le documentaire, je change un peu ma manière de voir les choses. C'est que tu n'es pas fait pour consommer du contenu. En fait, c'est que ce que tu veux, c'est entendre en permanence des gens qui vont confirmer tes biais, qui vont confirmer ce que tu penses déjà. Mais ça ne s'appelle pas apprendre des choses, ça ne s'appelle pas grandir. Tu sais, je veux dire, je connais mon propre parcours, je me regarde ce que je raconte versus ce que je racontais il y a 2, 3 ans. Puis je sais que je suis maintenant beaucoup plus libéral au sens philosophique et économique que, qu'il y a plusieurs années où j'étais plus conservateur. Tu sais. Ou, tu sais, mettons, il y a 3, 4 ans, tu m'aurais parlé de légalisation de la prostitution, ce genre de truc-là. J'aurais dit, t'es malade, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, puis je le sais. Pourquoi j'ai pris cette traque-là? Ben, c'est au fil des lectures, des réflexions. Tu essaies de comprendre un peu comment tel système de pensée marche. Là, tu comprends mieux un peu comment la manière plus, mettons, libertarienne de voir fonctionne. Puis là, tu dis, OK, ouais, ça, cet argument-là, j'y avais pas pensé. Ou genre, tu lis un peu sur la guerre contre la drogue. Puis là, tu dis, ouais, c'est pas tant efficace que ça, hein, finalement, cette stratégie-là. Mais si tu es campé sur tes positions, puis que même la torture n'est pas susceptible de te faire changer d'idée, ben, ça sert à quoi? Je veux dire, Oui. d'entamer un débat, d'une discussion, ou ben même de lire un livre. Pourquoi je lirais un livre? De toute façon, si ce qui est écrit dedans, c'est pas 100% de ce que je pense déjà, ce livre-là, c'est de la merde. Ben là, Il y a ça, mais je te dirais aussi que, regarde, je vais donner mon parcours, là, parce que, je veux dire, j'ai 35 ans présentement, donc j'ai eu le temps de voyager un peu intellectuellement. J'ai pas mal commencé au centre-gauche. J'ai viré néoconservateur, hardcore, mi-vingtaine. Je n'étais pas libertarien exactement. Je voulais un État fort qui faisait des interventions à l'étranger. Après ça, j'ai viré vers libertarien plus hardcore. Puis après ça, j'ai viré libéral dans la famille largement définie. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est que
j'ai comme modéré mes ardeurs dans le sens que je sens plus le besoin d'être toujours en croisade pour quelque chose ou Ouais, c'est contre ça. quelque chose. Puis c'est plus comme quand quelqu'un me dit quelque chose de gauche, tant que c'est logique, puis que je sais que les faits sont, ça résiste à l'épreuve des faits, puis que la seule différence entre cette personne-là puis moi, c'est euh, un point, quelque chose qu'elle préfère plus que moi comme valeur. Donc, disons, je sais pas, elle pense vraiment qu'il faut intervenir pour que les gens consomment moins de malbouffe. Écoute, tu as une prémisse là-dedans. On peut débattre de l'efficacité des politiques que tu fais, mais si tu veux vraiment ça, c'est difficile de te convaincre, mais tu peux être de bonne foi, d'une part. C'est ça. Ben, c'est ça Puis, l'important, c'est la bonne foi. puis, puis l'autre partie, c'est il y a souvent des gens que c'est aussi des fois juste des. Comment est-ce qu'ils s'attendent à ce que le monde va avoir l'air dans l'avenir? T'en as qui s'attendent à ce qu'il y ait catastrophe, d'autres qui s'attendent à ce que ça soit qu'un monde utopique qui ressemble, je ne sais pas. Prends n'importe quel film de science-fiction des années 50 parce que l'avenir était parfait. Mhm. Quelque part entre les deux, des fois, ça peut être juste ça qui affecte ton opinion, puis que finalement, au final, si tu avais les vrais faits ou que tu étais capable de voir exactement la tendance des choses ou voir si tes prémices sont vraies, les gens changeraient de position. Il y a plein de positions comme ça que moi-même, j'ai changé en tenant compte de tous ces détails-là. Puis ça fait en sorte que je te dirais que j'ai des principes forts, mais pas des positions que je suis prêt à tenir, des positions précises que je vais dire coûte que coûte, je ne vais jamais abandonner ce point-là. Je suis prêt à reconnaître des choses qui sont assez simples ou qui ne sont pas particulièrement importantes comme point de détail, puis que c'est correct si le monde est bordélique. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être 100%. C'est possible qu'il y ait des choses qui aillent contre mon opinion libérale. Ça arrive, mais il y a du monde que pour eux, c'est impossible, que catégoriquement, c'est impossible. Ce monde-là, tu ne peux pas leur parler, ne serait-ce que pour eux qui apprennent, mais aussi pour les convaincre, ou même pour te convaincre toi-même de quelque chose. Il y a du monde avec qui je pense que la conversation ne vaut juste pas la peine. Non, non, absolument. Puis ça dépend aussi, on en a parlé souvent, de comment tu vois l'axe d'opposition entre certaines idées ou pas. C'est sûr que quand tu es dans l'axe, Ouais. si tu te vois comme un conservateur, en général, tu vas voir tout ce qui vient de la gauche comme quelque chose de mal ou qui est La dans l'erreur, barbarie. de la barbarie. Par contre, moi, mettons que je suis dans une optique un peu plus libertarienne, ben, je vais me sentir plus d'affinité avec, bien souvent intellectuel, avec un anarchiste de gauche, avec un Max Ouais. Stirner ou avec un Henry David Thoreau qu'avec un conservateur sur bien des points, là. Entre autres, le rôle de l'État dans ma vie, puis ce genre de trucs-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient un peu transcourant, là, si je peux dire. Là. Ça devient plus complexe. Là. Ouais, ben c'est pour ça, par exemple, que les libertariens sont généralement de nos jours du bord des conservateurs sur, sur les questions du wokisme, mais Mhm. ils vont être avec les gens de gauche sur les questions pro-choix ou Exact. pro-vie, parce que le discours d'un libertarien, c'est coercition versus volontaire. Pour une personne de gauche, c'est oppression versus oppresseur, donc opprimé versus oppresseur. Pour un conservateur, l'axe de discussion, c'est civilisation versus barbarie. Euh, c'est possible des fois qu'il y ait des proximités entre certaines positions, dépendant du sujet. Puis c'est tout à fait normal. Là. Ça arrive que des fois, je ressens des affinités avec des conservateurs, que je ressens des affinités avec des libéraux aussi, mais aussi avec des gens de gauche. Ça m'arrive Ouais. fréquemment, en fait, plus souvent qu'autrement, en fait, je partage beaucoup des sensibilités de la gauche, mais très rarement les moyens. Euh, c'est pas mal ça qui arrive, mais il y a du monde qui ne sont pas capables d'imaginer que tu peux avoir des positions riches, complexes, nuancées, que tu es prête à changer si tu découvres qu'il y avait une nuance que tu n'avais pas compris puis que c'est pas important si ça change. C'est pas un point d'honneur de changer, c'est pas un point d'honneur de ne pas changer. C'est juste, tu te laisses aller avec la conversation que tu as avec la personne, tant que la personne avec qui tu interagis est clairement de bonne foi. Là. Oui, ben là, c'est ça aussi. Là. Parce que sinon, il n'y a pas de discussion possible. Tu sais, on parlait tantôt
de choses qui sont comme omniprésentes. Là. Ben là, récemment, ce qu'il y avait d'omniprésent dans l'actualité, c'était bon, les fameuses vagues de chaleur. Là, ça, c'est un point qui me gêne, honnêtement, dans la couverture médiatique de Non, c'est débile. l'actualité. Là. C'est comment, un moment donné, tu as l'impression qu'en fait, je ne veux pas nécessairement le dire de manière méprisante, là, mais c'est la seule analogie que j'ai. Là. C'est tu as l'impression, en fait, qu'on est face à une meute de chiens, là, puis ils ont un os à gruger. Ils grugent l'os, puis là, tout le monde veut gruger le même os, puis à un moment donné, on change d'os, on s'en va sur d'autres choses. Fait que là, c'est la COVID pendant un bout, il n'y a que ça, matin, midi, soir. On est dans le sensationnalisme, on est dans l'enflure verbale. Après ça, ça va être autre chose. Puis là, ben, là, on en riait, moi, puis Yann, dans le podcast. T'sais, je mettais des images d'un journaliste en Grande-Bretagne qui était dans une épicerie, puis il touchait des barres de chocolat pour voir leur Ouais. texture. Là, j'étais comme, mais sérieux, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est rendu presque dans la folie, là, à ce point-là? Là? Je veux dire, c'est. Puis là, après ça, il y a des liens qui sont faits. Hey, je suis allé dans une épicerie, j'ai touché à des barres de chocolat qui commencent à être molles. C'est donc la preuve qu'on est dans une phase catastrophique du réchauffement climatique ou je ne sais pas quoi. Puis là, je me dis, mais comment tu peux faire pour passer de raisonnement, pas du coq à l'âne, mais de faire des raisonnements, des conclusions hyperboliques à ce point-là, ça me paraît. Puis tu sais, ça en plus, tu as comme de la démagogie de tout bord, tout côté qui est faite avec ça, dans le sens que mettons là, qu'on arrive au mois d'avril, puis qu'à la fin du mois d'avril, puis là, il y a une journée qui neige. Là, ben là, tu vas avoir tout le monde qui est un peu climato-sceptique, qui va être comme genre, il neige à la fin du mois d'avril, fait que c'est toute de la merde ce que vous dites par rapport au climat. La joke de Joe Hamel, hashtag le dernier hiver. Ben oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est que ce truc-là est parti d'une parodie. Je sais. Et des gens qui sont comme. À chaque fois qu'il fait 30 au mois de juillet, ils sont comme hey, ça n'a pas de bon sens, ça paraît qu'il y a vraiment des changements climatiques. Là, t'es comme. Tu sais, cette semaine encore, je regardais les normales saisonnières sur une application, puis j'étais comme bon, OK, il fait 1 degré de plus que les 100 dernières années à ce temps-ci de l'année. Fait que là, j'étais comme est-ce que ça justifie autant de délire en ce moment? Je le sais pas, là. Mais il me semble que ça me paraît. Écoute, juste te donner une idée, là. Puis ça, c'est pour donner aux auditeurs là, oui, c'est bon, ce une impression de comment il y a la perception des choses qu'il y a dans l'univers public est vraiment distorsionnée. Puis que la compréhension, le factfulness qu'on n'arrête pas de parler dans tous les épisodes. Si tu regardes là, le news coverage qu'il y a des types de désastres naturels, par exemple, tremblement de terre, éruption volcanique, tempête, des conflagrations, des inondations, des glissements de terrain, des vagues de froid, des sécheresses, des pénuries des famines, puis des épidémies. Puis là, les données, c'était 1968 à 2002. Tu prends tous les journaux. Mais là, puis ce que tu fais, c'est que tu vois que les deux premiers, c'est tremblement de terre puis volcan. Eux deux ont 63% du coverage média. Mais quand tu compares en termes de la mortalité qui vient avec ces événements-là, c'est l'inverse. Donc, les volcans et les tremblements de terre tuent très peu d'individus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en tuent pas. Mais pour le poids médiatique qu'ils ont, en gros, il faut qu'il y ait 38 920 personnes qui meurent d'une famine, d'une pénurie d'aliments, parce qu'ils appellent ça food shortage, c'est pas famine, c'est juste que tu as une insuffisance calorique, c'est pas juste que tu as une insuffisance extrême, c'est juste sous-aliment, malnutrition à toute fin pratique. Le ratio, c'est 38 000 fois plus que les volcans. Donc, le poids est complètement distorsionné, inversé. Il n'y a aucune relation entre les dommages d'un événement particulier et le poids média qu'il reçoit. Imagine si on pouvait actualiser ça en date de 2022. Le petit truc qui est en vert ici, épidémique, ce serait fou. Là. Il serait à comme 80 %. Là.
Oui, si on se fie au coverage des dernières années, mais pourtant, ça aurait peut-être pas bougé tant ça que n'aurait ça. pas été la même proportion de Non. morts. Mais c'est pas qu'on essaie de diminuer les choses en tant que telles, c'est que les gens ont tendance à être bombardés d'informations qui reflètent davantage les biais de profitabilité. C'est pas mauvais là, en soi. Je comprends pourquoi un journal ou un média veut mettre certaines choses, des choses qui vendent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un alignement parfait entre le contenu de ce qui vend et le contenu de ce qui est pertinent de manière sociale si on essaye de pondérer Ouais. les problèmes les plus coûteux pour l'humanité. Le problème le plus coûteux pour l'humanité, la malnutrition, c'est probablement beaucoup plus coûteux que les vagues de chaleur. Puis non seulement ça, mais le problème des vagues de chaleur, puis ça, je pense, c'est la partie que j'aimerais qu'on parle le plus là, aujourd'hui. Le problème des vagues de chaleur, c'est vraiment un problème qui n'arrête pas de diminuer. Même si le réchauffement climatique a un effet sur ça. Là. Euh, Ben, ouais, ouais, vas-y. oui, mais, non, mais ce que j'allais dire aussi, c'est que moi, ce que j'aime pas souvent dans ce genre de débat-là, c'est qu'on les gens beaucoup de gens réfléchissent à partir de biais. Tu sais, quand j'ai fait le podcast sur l'obsolescence programmée, là, un des trucs Ouais, je qui me souviens. revient souvent, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire que par définition, la laveuse qui est là de ta grand-mère qui a 38 ans, ben, tu la remarques qu'elle est là, qui a 38 ans, parce que c'est elle qui a survécu, mais tu ne remarques pas celle de ton oncle, celle de tout le monde, toutes les autres laveuses qui ont Yep. fini aux poubelles. Tu remarques celle qui a survécu. Celles qui ont survécu. Un peu comme les gens qui arrivent avec ouais, mais la cigarette, c'est pas vrai que c'est si mortel que ça. Ma grand-mère a 89 ans, ben, elle a fumé 3 paquets toute sa vie. Oui, mais ça s'appelle le biais du survivant, justement. Yep. Les autres, tu peux pas remarquer qu'ils sont encore là. Guess what? Ils sont morts. Ben, en fait, il y aurait une manière de le calculer. Ça serait intéressant de calculer la proportion de vieilles laveuses qui fonctionnent encore Mhm. versus le pourcentage de laveuses qui avaient été achetées de la même année que celles qui Ben oui. existent encore. Ça serait intéressant juste de voir la proportion pour avoir une idée. Dans le cas des vagues de chaleur ou de la perception que les gens ont du climat ou whatever, c'est pas tout à fait le même biais, mais ça y participe un peu. C'est-à-dire que tu entends souvent des gens dire ouais, mais quand j'étais petit, il faisait toujours froid en octobre ou ce genre de truc. Là, Ouais, puis là, t'es comme à un moment ouais. donné, les gens se souviennent plus. L'affaire, c'est que l'esprit humain évolue de manière évolutionnaire, puis de manière très compréhensible, euh, est très bien arrangé pour se souvenir des événements extrêmes. Parce que les événements extrêmes sont liés avec une vulnérabilité beaucoup plus importante. Et tu veux Mhm. minimiser. En fait, parce qu'ils sont extrêmes, généralement, les coûts vont être plus importants euh, de manière observable. Donc, c'est tout à fait compréhensible que de manière évolutionnaire, parce qu'il y a tellement de choses à traiter comme information, qu'on va remarquer ce qui est clairement dangereux et on C'est va ça. agir pour éliminer ce qui est clairement dangereux. Le moins évident, on va essayer de traiter moins d'informations. Donc, on a des biais heuristiques. C'est tout à fait normal. Mais ça veut dire aussi que quand les gens disent ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire que c'est validement vrai. Puis ce que j'ai été faire, c'est que j'ai pris, pour le fun, j'ai été prendre le Environmental Protection Agency, ils ont ce qu'ils appellent le Heat Wave Index. Puis le Heat Wave Index, ils le font depuis 1895. Puis si tu regardes, depuis 1895, il y a une augmentation jusqu'à peu près aux années 30, une petite tendance haussière vers, euh, vers des événements de plus en plus chauds, des événements extrêmes de chaleur de plus en Mhm. plus nombreux. Mais ça, c'est contrôlé par 2 ou 3 années qui sont des outliers. Si tu enlèves les outliers, donc des données aberrantes, il n'y a pas l'air d'avoir de tendance. Puis il n'y a pas l'air d'avoir de tendance jusqu'à 1990. Mais depuis 1990, c'est très clair qu'il y a une petite tendance. Par contre, si tu prends la mortalité dans les événements les plus extrêmes du 20e siècle, qui sont toutes dans les années 30, puis le pire exemple, c'est le heat wave de 1936, qui a tué au minimum 5000 personnes aux États-Unis, que si tu normalises à la population, ça veut dire 39 personnes par million d'Américains, ce qui est absolument pas négligeable. Ça, c'est-tu le graphique que tu avais envoyé dans la conversation de groupe? Oui, ben, j'ai envoyé la carte là, du nombre de décès. Aïe, aïe. C'est assez monumental, le taux de mortalité qu'il y avait
dans cet épisode-là. Là. Puis ça inclut pas les autres mortalités de chaleur dans la même année. C'est vraiment sur cet épisode-là. Là. Cet épisode-là d'à peu près 2 semaines dans l'histoire des États-Unis. En 1936, au creux de la dépression, 5000 personnes sont mortes. C'est absolument époustouflant comme taux de mortalité. Mais une fois que tu as dit ça, tu compares maintenant, disons, ce taux-là avec les 5 années les plus chaudes depuis les années 80. Okay? Depuis quand il y a l'air d'avoir une tendance vers davantage d'événements, ce qui serait lié au réchauffement climatique. Dans ces années-là, le taux de mortalité de la chaleur extrême, ce n'est pas 39 par million, c'est quelque part entre 0,86 et 2,87. Mm-hmm. C'est négligible en comparaison. Ça veut pas dire qu'on n'aimerait pas que ça soit 0. C'est négligible en comparaison. Par contre, puis là, tu te dis, OK, d'accord, peut-être c'est juste parce que c'est pas aussi extrême qu'à ce moment-là. Bien, même si tu disais, OK, prenons les 5 pires années, puis imaginons que que la chaleur serait aussi extrême que dans l'événement de 1936, qui est le plus extrême de l'histoire des États-Unis, sans ambiguïté. Genre gigantesquement extrême. Il y a pas. C'est le truc qui. C'est comme c'est comme si tu avais sur une rue tout le monde qui fait 10 000 puis un gars qui fait 35 millions sur la même rue. Tu le vois. Il se démarque. Mais tu t'imagines, OK, qu'est-ce qui se serait passé si les 5 pires années autres que 1936 étaient aussi pires que 1936? Bien, le taux de mortalité, au lieu d'être entre 0,86 par million, puis 2,87, il est quelque part entre 3,49 puis 14,21. Mm-hmm. Ce qui veut dire que toute proportion gardée, depuis 1936, le 39 par million dans ce pire événement-là, on est quelque part entre 64 puis 91 % moins vulnérable à des événements climatiques extrêmes. Je m'excuse, mais moi, ça, pour moi, c'est une statistique absolument fascinante de dire que depuis le creux de ce moment-là, on a tellement notre richesse, notre enrichissement, le progrès technologique nous a tellement protégés. C'est fou, là, quand tu regardes les chiffres. Là. Tu vois, j'ai comme le truc global ici. Là. Ça, c'est pour l'entièreté du monde. Moi, les données que je parlais, c'était américain en passant. Ben, c'est ça. Mais celui-là, pour l'entièreté du monde, le number of deaths from disaster, ça inclut c'est pas le taux. C'est ça, c'est le c'est nombre. C'est pas le taux. C'est le nombre. Exact, c'est le nombre. Puis là, ça la population a augmenté pendant ce temps-là. C'est ça, ça inclut là-dedans les phénomènes météorologiques, toutes les mêmes affaires que tantôt, volcanic activity, landslide, fire, wildfire, storm. Puis là, tu vois ici, là, en 1920, c'est 523 000 morts. Là, tu vois, en 2010, 45 000. Dans les 1920. C'est ça. Dans les c'est une réduction de 90 quelques %. Là. C'est pas négligible. Mais la population mondiale a aussi augmenté par un facteur de 6. Fait qu'en gros, le taux de mortalité des événements climatiques extrêmes dans l'histoire de l'humanité a baissé depuis le début du 20e siècle, la période la plus rapide d'enrichissement de la personne moyenne sur Terre. Ça a baissé de plus que 97 %. Je m'excuse, mais à un moment donné, il faut commencer à mettre en perspective que c'est peut-être absolument et statistiquement et empiriquement vrai que le réchauffement climatique va augmenter les événements extrêmes. Mais la réalité, c'est que ça ne va jamais les augmenter au niveau qu'on a vu dans le passé. Puis non seulement ça, mais cet effet-là, c'est comme 2 chevaux qui courent un contre l'autre. En fait, peut-être une meilleure analogie, c'est tu as un navire, puis le navire, c'est que tu veux aller vers moins de mortalité des caprices climatiques. Bien, une chose qui pousse contre toi, un vent de front, ça serait le changement climatique. Mais tu as aussi un vent derrière qui pousse ton navire. Puis ça, c'est la croissance économique, le progrès technologique, des choses qui améliorent notre qualité de vie. Puis peu importe comment tu le regardes, sur le plan des heat waves, la force du progrès technologique est massivement plus importante. Puis là-dedans, je n'ai même pas encore parlé du fait que les heat deaths, les morts de chaleur, doivent être compensés par le fait que si le monde se réchauffe un petit peu, bien, il faut aussi que tu comptabilises au moins le plus bas niveau de mortalité des vagues de froid. Les vagues de froid n'ont pas l'air de tuer autant dans certains pays que les vagues de chaud, mais dans certains pays, les vagues de froid tuent davantage que les vagues de chaud. Et si tu réduis un peu la différence, bien, tu peux avoir un gain net qui est peut-être beaucoup plus petit que celui que les gens ont l'air de vouloir entendre dans les médias. Au final, là, l'idée qu'on est
protéger davantage des chocs climatiques parce qu'on est riche, parce qu'on a plus de progrès technologiques, parce qu'on a la capacité de se protéger davantage, de s'assurer aussi, parce que maintenant, on peut aussi protéger nos richesses davantage. Mais le résultat, c'est qu'on est une société plus résiliente. Puis ça compte. Puis les gens qui disent, voici des solutions, puis la solution, c'est qu'on va être, oui, on va réduire le nombre de décès, disons, par de moitié. OK, d'accord, mais à quel coût? Ah, ben là, à ce coût-là, il va y avoir moins de maladies, on va être plus pauvre. Ça veut dire qu'on a moins de recherches à faire sur le combat au cancer, qu'on a moins de ressources pour combattre certains types de maladies infantiles. Puis au net, pour avoir plus de décès de d'autres causes, des causes qui sont combattues par l'enrichissement économique, par le progrès technologique. Mais en ralentissant la croissance économique et le progrès technologique, tu peux avoir un effet pervers de long terme. Puis ces gens-là ne veulent pas en parler dans les médias. Ils ont comme, peut-être par manque de profondeur analytique, parce que je ne pense pas qu'il n'y a pas de complot là-dedans. Je pense que c'est difficile de comprendre des liens causaux entre plusieurs variables quand il y a des effets d'interaction sur des longues périodes de temps, que c'est des systèmes dynamiques. C'est difficile de comprendre tout ça, mais plus tu essaies d'en comprendre, plus tu deviens modeste, puis plus au moins tu es capable de mettre les choses en perspective. Ben oui. Puis le heat wave, là, c'est plate, c'est problématique, mais la réalité, c'est que ça n'a jamais été aussi peu problématique que ce l'est maintenant. Puis il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui en parle à part nous autres. Ben, je regardais un autre graphique pendant que tu parlais qui est assez parlant. Là. Number of deaths from disaster. Là, on ramène encore toutes les. Et c'est spectaculaire. Tu as l'impression que ça n'a jamais été aussi mal. Mais regarde, là. Tu sais, là, où est-ce qu'on est, là? Je veux dire, c'est. Je pense pas qu'on peut dire que c'est une catastrophe. Là, j'ai zoomé. Là, on est en 2020. Là. Ouais, tu as cherché fort. Mais tu sais, regarde, quand je dézoome, là, on n'est même plus capable de voir on n'est même plus capable de voir les données si tu compares avec le passé. Là. Écoute, tu me donnes le goût de regarder quelque chose. J'avais vu un article sur les décès de chaleur en Inde. Donc, pourquoi c'est intéressant? Ben, parce que l'Inde, c'est un pays très pauvre, qui a eu une grosse croissance de population et qui a vraiment des problèmes de heat wave, là, mais fréquemment. Là. Rien de... C'est pas négligeable. Et eux, ce qu'ils montraient, c'est que tu avais une grosse année extrême en 2007, si je me souviens bien. Puis là, j'essaie de retrouver le graphique, puis c'est quand j'en ai besoin que je ne le trouve pas. Mais il y avait une année extrême, mais les données historiques étaient vraiment longues. Tu avais, depuis peut-être les années 40 ou 50, tu avais un coverage vraiment long. Puis ce que tu voyais, c'était que le nombre, à l'exception de l'année extrême, n'avait pas changé du tout. Ça, c'est le nombre absolu. Mais la population de l'Inde, entre 1950 puis aujourd'hui, je vais juste te dire, je sors le chiffre maintenant, la population de l'Inde depuis 1950, c'est, voyons, le chiffre que j'ai ici, là, je le cherche, Population of India, 1800 à 2020. En 1950, la population de l'Inde, c'est 376 millions. Aujourd'hui, c'est 1,4 milliard. Donc, le même nombre de morts à travers le temps. Donc, le nombre absolu n'a pas changé, mais la population a augmenté par un facteur d'à peu près 5. Right? C'est tout ça les proportions? Non, 4. Un facteur de 4 à peu près en termes d'augmentation. Ce qui veut dire que le taux a baissé du 3/4. Puis, je veux juste dire ça de même, mais entre 1950 et 2020, le PIB per capita des Indiens n'a pas augmenté massivement là, comparativement à des pays comme les États-Unis. Tu dois avoir le facteur aussi là-dedans de la ville versus la campagne, là, parce que plus tu... Oui, puis il y a des gros problèmes d'urbanisation qui compensent avec ça, avec des infrastructures qui sont nettement inférieures aux nôtres. Mais l'Inde, là, aujourd'hui, si tu le prends en... j'essaie de trouver un estimé. Pour voir de combien ils se sont enrichis relativement à travers le temps. Là.
Mhm. Écoute, voilà, j'en ai un. Le PIB per capita de l'Inde entre 1960 puis 2000, il a à peu près triplé. Ce qui est quand même assez important, mais c'est quand même un pays très pauvre. Puis c'est pas un taux de croissance très important. Mais malgré tout, malgré ces gains-là qui sont beaucoup plus petits comparativement à d'autres pays, bien, ils ont quand même réussi à couper le taux des trois quarts. Là. Ce qui est quand Ouais. même, tu devrais réaliser l'importance de la croissance économique, du progrès technologique, même juste un petit peu plus de revenus. C'est incroyable l'effet que ça a sur réduire la vulnérabilité des populations aux événements climatiques Ouais. extrêmes. Si dans le processus de réduire massivement les décès des événements climatiques extrêmes, on cause un petit peu de réchauffement climatique qui réduit un peu les gains, ben, il est où le problème? Il est où le problème? Il y a peut-être d'autres coûts du réchauffement climatique que tu peux souligner, Ouais. mais si le gain net, c'est qu'on sauve plus de vies par le processus qui mène à réchauffement climatique, qui est le même processus qui mène à moins de décès au net, ben, tu devrais accepter les avantages avec les inconvénients. C'est un package deal. Maintenant, est-ce que tu Ouais. pourrais trouver des manières, est-ce qu'on peut aussi garder tous les bénéfices sans gérer les coûts? J'arrête pas de parler de manière de combattre le réchauffement climatique sans réduire la croissance économique, en réduisant des actions négatives que l'État fait ou en ayant des mesures ciblées qui sont peu coûteuses. Mais ça, c'est parce que moi, je comprends Ouais. la différence entre les bénéfices et les coûts. Puis généralement, les mesures qui sont avancées, ce que tu lis dans les médias présentement, c'est souvent des mesures qui disent ah, tu vois, on va réduire les coûts du réchauffement climatique en se privant de choses qui génèrent des bénéfices. Oui, mais pourquoi tu ne t'attaques pas juste aux coûts? C'est ça le problème que tu me dis, c'est qu'il y a Ouais, des coûts de la chose. ou en arrivant Attaque-toi avec à ça. ou en arrivant Coupe. avec des projets extrêmement lourds et structurants, comme des tramways, puis des métros, puis toutes Oh sortes de oui. systèmes de même, sans qu'il y ait trop d'études de faisabilité. Puis là, tu arrives, tu te dis, écoutez, c'est pas compliqué, là. Euh, Vous planteriez quelques milliers d'arbres, là, puis vous auriez exactement le même effet que votre projet à 5 milliards. Ben oui, écoute, ça, c'est mon exemple préféré parce que chaque fois que je parle aux écologistes, je leur dis tu devrais être contre la gestion de l'offre ou tu devrais être contre les subventions agricoles parce que les deux des effets de ces politiques-là, c'est que ça garde plus de fermes en production, en encourageant davantage la production que le prix du marché ferait produire. Puis d'ailleurs, tu produis plus d'animaux à cause de ça parce que généralement, quand tu regardes la structure des subventions, la production animale qui produit beaucoup plus de méthane, mais aussi du nitrogène de l'azote, parce que j'arrête Ouais. pas de faire l'erreur avec toi, est généralement biaisée vers Ouais. la production animale, ce qui fait que tu as beaucoup plus de pollution atmosphérique et de déchets qui se retrouvent dans les cours d'eau. Mais si tu arrêtais de subventionner l'agriculture, il y aurait moins d'agriculture. La production se concentrerait dans les endroits sur Terre qui sont les plus efficaces. Et le résultat, c'est que des terres qui sont marginalement moins productives au Canada seraient libérées, retourneraient à la forêt. Et un des effets de permettre à des terres de retourner à l'état de forestation, c'est une capture du carbone. Et dans ce cas-là, non seulement tu aurais un bénéfice parce que tu arrêterais de faire payer les consommateurs, soit de taxer les consommateurs dans le cas des subventions. Donc, tu n'aurais plus besoin de les taxer. Tu réduirais leur fardeau d'imposition, tu libérerais des ressources pour qu'elles soient employées plus productivement et accidentellement, tu aurais un bénéfice sur l'environnement. Ça, c'est des mesures que tu devrais vouloir parce que là, tu augmentes les bénéfices et tu réduis les coûts simultanément. Mais ça, c'est le genre de mesures qui ne sont jamais discutées sur la table parce que je pense qu'il y a des gens qui font juste embarquer idéologiquement dans le bateau de la bataille au réchauffement climatique ou des batailles environnementales, juste parce que ça leur donne une raison d'attaquer le capitalisme. Puis d'autres que je pense que c'est vraiment juste parce qu'ils n'ont aucune profondeur analytique, ils n'ont aucune compréhension des phénomènes économiques. Et puis un troisième groupe, je pense, c'est juste du virtue signaling. Ils veulent juste avoir l'air d'être gentils, puis de se soucier des choses qui comptent. Alors qu'au final, quand tu leur demandes, quand tu leur présentes, ben, as-tu pensé à ce trade-off-là ou à ce dilemme-là qui vient avec? Ils sont là, oh non, je n'avais pas pensé, mais tu sais, t'es une mauvaise personne. Ben, ta gueule. Ah non, puis tu sais, ce que tu viens de dire en plus, ça peut être vrai pour le Canada, mais ça peut être d'autant plus vrai pour d'autres pays sur Terre.
Parce qu'ici, on est une des places au monde là, avec le Suriname, puis la Bolivie, puis la République centrafricaine, puis le Gabon, où il y a le plus d'arbres là, par capita. Mais tu as des pays européens et certains pays du nord de l'Afrique où, tu sais, on parlait l'autre fois des Pays-Bas, là, puis la quantité de terre qui est utilisée pour faire de l'agriculture, peut-être que s'il y avait des pays sur Terre où il y a déjà beaucoup, beaucoup d'arbres, puis il y a quand même beaucoup de terres arables, qu'on importait de la nourriture qui est cultivée là-bas, peut-être qu'on ne serait pas obligé d'avoir autant de terre qui est défrichée pour faire de l'agriculture, puis peut-être que ces pays-là où il n'y a pas assez d'arbres, notamment tout ce qu'on voit, là, toute la région du Moyen-Orient ici, où visiblement, c'est le cas aussi au Royaume-Uni, il n'y a pas assez d'arbres. Ben, peut-être qu'il y a au lieu d'avoir des champs avec des vaches qui broutent, peut-être qu'on pourrait avoir des arbres, puis peut-être que cette nourriture-là pourrait être importée d'ailleurs. Ça a l'air que c'est bien méchant de dire ça, mais tu sais, quand tu parles de l'utilisation intelligente puis optimale des terres, je pense que ça en fait partie. Écoute, tu m'as fait penser à un article qui s'appelle The Colonial Origins of Deforestation. Puis là, je suis en train de chercher l'article, mais en gros, ce que l'article teste, c'est est-ce que les endroits qui ont des régimes de propriété plus efficaces, donc qui protègent les droits de propriété, est-ce que ça réduit les problèmes de déforestation? Puis ce que tu trouves, c'est, puis je t'envoie le lien vers l'image, là, le tableau là, qui apparaît, ce que ça dit, c'est que la destruction des forêts n'a pas l'air, dans les régimes qui sont économiquement plus libres, diminue avec la liberté économique, donc avec les régimes de droit de propriété. Et donc, ce que tu veux dire, c'est que tu regardes des économies libérales qui utilisent davantage des mécanismes de marché, mais tu vas avoir moins de problèmes environnementaux qui viennent dans ces cas-là. Dans ce cas-ci, ce que ça veut dire, c'est le point qui est fait. Puis là, j'ai retrouvé l'article précis que je voulais qui montre que, je vais l'envoyer pour que tu puisses le mettre OK. dans. Ah non, c'est pas lui. Et elle va le retrouver, puis je l'enverrai, tu le mettras dans les notes. Mais cet article-là, ce qu'il montrait, c'était que la transition, donc c'est-à-dire que quand tu t'industrialises, tu coupes beaucoup de forêts, mais il y a un point auquel tu commences à. Tu t'es tellement urbanisé que ta demande sur l'environnement diminue, donc il y a des terres qui retournent dans la nature. Donc la courbe de ton couvert forestier descend jusqu'à un certain point, mais après ça recommence à monter. Bien, plus tu as une économie qui est libérale économiquement, qui a des bons droits de propriété, plus ce point-là survient tôt et moins profond. Donc, ça arrive plus rapidement, puis tu creuses moins. Donc, tu sais, moi, je n'arrête pas de dire qu'il y a des solutions libérales pour aider l'environnement. Ben, ça, c'en est une. Là, des bons droits de propriété, privatiser les forêts à toute fin pratique, arrêter de subventionner le plan Nord pour que des gens aient construire et extraire des ressources avec l'argent des contribuables, ben, tu en aurais moins de surexploitation, tu en aurais plus de couverts forestiers, puis dans le processus, il y a des bénéfices qui sont inattendus, notamment la séquestration du carbone. C'est ça. Mais il y a ça, là, c'est toutes des choses qui sont rarement discutées, mais quand tu les compiles l'une à côté de l'autre, l'impact potentiel des mesures qui sont plus free market, si tu veux, là, ce qu'on pourrait appeler le free market environmentalism, c'est des centaines de fois plus fort que toutes les autres choses, parce que tu as plein de bénéfices qui viennent avec, économiques, en termes de croissance, en termes de développement Ouais. économique, mais comparativement, je dirais peut-être pas des centaines, mais peut-être 20, 30 fois plus importants que les bénéfices des mesures qui sont généralement adoptées par les gouvernements. Mais ça, il n'y a personne qui veut en parler, malheureusement. Alors, c'est pour ça qu'on se fait un point d'honneur de le faire. Un des arguments qui revient souvent, puis ça, j'en parlais justement là, dans une série de podcasts sur la décroissance, puis dans le livre aussi, là, c'est l'idée que, mettons qu'on parlait de ça avec plusieurs écolos de cette mouvance-là, là, ils finiraient peut-être par dire, peut-être à un moment donné, bah, Vincent, Frank, vous avez raison, mais vous oubliez le plus important, c'est la croissance. Parce que ça, il y a un La éléphant croissance dans sans il fin.
il y a un éléphant dans la pièce avec ça, c'est l'idée de la croissance de la population. Les autres, ils vont dire, oui, mais même si tu deviens plus efficace, la population mondiale, elle fait toujours augmenter, puis on est trop, puis etc., etc. Ce à quoi je reviens toujours avec ce graphique-là. N'importe qui a lu 2 secondes là, des trucs de démographie, là, sait très bien que la courbe de croissance de la population, là, elle s'inverse passé un certain niveau de croissance économique puis de bien-être matériel. C'est pour ça que c'est pas vrai là, l'affaire de. Parce qu'eux, dans leur tête, ils réfléchissent de manière comme exponentielle. Là. Dans leur tête, ils sont comme ouais, mais on est 7 milliards pour un kick. Dans pas longtemps, on va être 10, puis après ça, on va être 20, puis maintenant, on va tous mourir parce qu'il va y avoir trop de monde. Là, tu te dis, attendez, là, les, les prévisions, c'est pas ça pantoute. Là. Il n'y a aucun démographe qui prévoit ce genre de. Ben, il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Là. Mais les projections là, réalistes, là, c'est que on est déjà dans la phase depuis un bon bout, en fait, depuis 1968, que la croissance de la population mondiale là, est partie de l'autre sens. On a atteint 2,1 %. Puis en 2019, on était rendu à 1,8. Puis en 2100, on estime qu'on va être à 0,1. Donc, tu Ouais, sais, puis non seulement ça, mais je vais être encore plus radical que toi. Je suis même pas sûr que c'est une bonne chose que la croissance de la population ralentit. Parce que le mécanisme qui est présumé, puis ça, c'est quelque chose qui m'énerve, mais vraiment, là, agressivement vient me chercher, c'est l'idée que l'être humain ne peut qu'avoir qu'un effet négatif. Il n'y a ah jamais oui. que plus d'êtres humains, c'est nécessairement mauvais. Mais c'est demonstratively false. Parce qu'on regarde, quand on fait des cas des liens, ce qu'on appelle des problèmes d'endogénéité, parce que la croissance économique, oui, lorsque le début de la transition démographique, il y a une augmentation de la population, mais la transition démographique, l'augmentation de la population peut aussi augmenter la croissance économique. Donc, tu as une boucle qui peut se produire. Mm-hmm. Quel des deux effets est plus important? Tu peux le mettre de côté là, en termes sur la croissance économique, mais ce qu'on sait, c'est que plus de gens, c'est plus d'idées. Mais la vertu des idées dans le processus de production, c'est que contrairement à une machine, ce n'est pas rival. C'est-à-dire que si je développe une nouvelle manière de pêcher ou j'apprends à quelqu'un comment pêcher, je ne perds pas la connaissance de comment pêcher. En fait, ce que tu fais, c'est que tu augmentes la chance que les idées circulent. Et on a des modèles qui, lorsqu'on les force à tester avec des données, lorsqu'on a des données qui permettent de tester, montrent qu'en fait, la croissance économique s'alimente beaucoup de la croissance de la population parce que des populations plus grandes, il y a plus de spécialisation. Plus de spécialisation, tu peux avoir des gens qui développent des idées vraiment précises, qui produisent de la valeur pour les autres. Oui. Tu as plus de circulation des idées, tu as plus de densité des idées. Puis la phrase que j'aime, puis c'est Matt Ridley qui dit ça en anglais, c'est « Ideas can have sex if there's more people to have sex with ». C'est absolument vrai, l'idée que les idées peuvent produire des nouvelles manières de produire, de produire des biens, des services. C'est incroyable. Puis peu importe comment tu regardes, puis on en a parlé avec la dématérialisation, là, quand on montrait le truc de McAfee, les quelques pays dans lesquels tu vois une dématérialisation en tenant compte de l'effet des exportations puis des importations, là, donc quelle proportion tu as shippé à l'étranger, mais les pays les plus riches puis les plus économiquement libres sont ceux qui ont les tendances les plus marquées à utiliser physiquement moins de choses parce qu'ils sont rendus à un point où est-ce que le confort matériel n'est pas nécessairement dans un nombre d'objets, mais dans du temps que tu peux utiliser, dans des activités particulières, dans le loisir que tu te permets, que tu peux t'acheter à toute fin pratique parce que tu es tellement productif, tu es tellement riche, tu as tellement d'options qui te sont ouvertes que tu ne les fais pas uniquement par de la consommation additionnelle. Dans ce cas-là, avec l'argument que je viens de faire, plus de personnes, c'est bien. Moins de personnes, c'est mal. Moi, je veux vraiment adhérer à l'idée que la ressource ultime, la phrase n'est pas la mienne, c'est celle de Julian Simon, que la meilleure chose sur Terre, c'est d'avoir plus de monde. Plus d'idées, plus de développement, plus d'innovation. Ben oui.
plus de spécialisation. C'est bon, plus de Mais c'est monde. qu'en plus, le pire, c'est qu'en plus de tout ça, en plus de tout ce que tu viens de dire, même si ça, c'était pas vrai, ils n'ont pas raison pareil. Parce que Oui, je suis d'accord avec toi, mais fait que, tu sais, le constat de il y a comme base, 2 layers de wrong dans leur affaire. c'est ça, il y a 2 layers de wrong dans leur affaire. Puis souvent, ça met ces gens-là vraiment. Souvent, ils trouvent ça insupportable parce qu'ils se font dire: «Ah, vous êtes des Malthusiens». Là. Non, c'est pas vrai. Mais Oui, la ils le réalité, sont. mais la réalité, c'est que c'est vrai parce que si tu lis le principe de population de Robert Malthus, là, il l'écrit dedans un moment donné, là, que à un moment donné, la quantité de terres arables au royaume, en Angleterre est limitée. Fait que là, on ne pourra pas avoir une croissance de la population qui est illimitée, sinon un moment donné, on va mourir de faim. Écoute, il écrivait ça en quoi? 1838, quelque chose comme ça. Là. Ma Ouais, mémoire est. mais Je me mais rappelle le pas pire, des c'est que dates, mais mais t'es comme. ce qui est fascinant, là, c'est que tu regardes genre les yields. Donc, la production agricole par acre en Grande-Bretagne depuis le début du 19e siècle. Le yield moyen qui était exceptionnel pour l'époque parce que les Anglais avaient de l'agriculture scientifique, c'était pour genre le blé, c'était 20 boisseaux par acre. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le chiffre que j'ai en tête, c'est 200. Non, c'est fou, là. Est-ce que tu réalises là, que l'inventivité humaine, que ça soit dans. Puis les gens oublient que tu prends à peu près tous les gains de productivité agricole dans le monde, à peu près 1/5, c'est le fait qu'on produit dans les endroits les plus efficaces maintenant, au lieu de produire inefficacement. Puis ça veut dire que c'est les révolutions dans le transport qui nous ont permis de se concentrer dans les meilleurs endroits pour amener la production des meilleurs endroits aux autres endroits qui sont moins bons, puis que tu puisses manger sans toi-même être agriculteur, disons, dans le fin fond de la Côte-Nord. Parce que c'est le fun d'avoir des ananas à l'année longue, mais je ne suis pas sûr que tu veux les faire pousser à Sept-Îles. Je ne veux pas donner d'idée à Pierre Fitzgibbon, mais. Non, c'est ça, Denzian. Non, non, surtout pas. Écoute, je me suis un peu trompé dans les dates. Tantôt, la date que j'ai donnée, c'est plus la date de sa mort. Il a publié ça en 1798. Et si je regarde rapidement, à l'époque, 1798, il y a moins de 8 millions de personnes au Royaume-Uni. On est à quoi? 57, 58 aujourd'hui? Là? Et lui, il prévoyait là, il prévoyait des famines. Là. Écoute, je t'envoie juste pour voir. Là. J'ai trouvé sur Our World in Data, parce que c'est généralement là que je vais. Puis là, c'est pas 1820 la date de départ qu'ils ont. Puis ça, c'est pour les patates par hectare. En 1870, par hectare, tu produisais 10 tonnes de patates. Aujourd'hui, tu produis 38,87 tonnes par hectare. Tu es 4 fois plus productif. Puis Sugar Beets, que j'oublie c'est quoi en français, là, fait que je n'ai pas d'image qui me viennent en tête. Le chiffre, c'est de 20,20 tonnes par hectare à 53 tonnes par hectare. Je veux dire, je m'excuse, mais c'est gigantesque ces gains de productivité-là là, sur l'espace d'à peine un siècle et demi. Puis il y a des gens qui disent que l'innovation, ce n'est pas suffisant. Non, la réalité, c'est que ce qui est fascinant, c'est qu'en dépit de toutes les barrières qu'on est capable d'imposer à l'innovation via des taxes élevées qui réduisent les bénéfices de l'innovation. Ouais, de la nouvelle réglementation sur maintenant plus le droit d'utiliser tel pesticide ou whatever. Exactement. Toutes les barrières qu'on met, il y en a qui sont justifiables. Il faut y aller au cas par cas, là. Mais parce que je ne veux pas dire qu'il n'y en a aucune réglementation qui fonctionne, mais ou qui sont nécessaires. Il y a des cas où est-ce que c'est très clair. Tu devrais empêcher quelqu'un de déverser des pesticides dans une rivière. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, assez fucking evident. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Mais malgré tout, là, ce qui est fascinant, c'est de voir le niveau d'innovation qu'il y a eu malgré les barrières qu'il y a. Puis que ça a été suffisant pour amener autant de progrès, autant de bénéfices. Puis chaque fois, je me demande la question, c'est qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas mis ces barrières-là pour commencer? Est-ce que tu réalises que peut-être le problème qu'on fait face maintenant serait massivement plus petit? Puis la manière que je le dis souvent à mes étudiants, là, juste pour leur faire apprécier l'importance de la richesse, je dis, prends tous les problèmes que tu as présentement, là, toi personnellement, puis imagine quelle proportion d'entre eux disparaissent si je double ton revenu.
Ben, la réalité, c'est qu'un taux de croissance de 1% de plus par année, là, disons que tu passes de 0 à 1, ben, ça veut dire que le nombre de problèmes, disons que tu réduis, si ton revenu double, tu coupes la moitié de tes problèmes. Mais ça veut dire qu'à tous les 72 ans, avec 1% de plus de croissance, tu vas réduire tes problèmes de moitié à tous les 72 ans. Si tu mets ton taux de croissance à, disons, on va y aller avec 5%. En fait, un bon exemple, ça serait l'Irlande parce qu'ils avaient. Parce que les gens n'arrêtent pas de chier sur l'Irlande parce que c'est parce qu'ils ont des bas taux d'impôt, ces entreprises. Mais l'Irlande avait un taux de croissance d'à peu près 5% par année depuis les années 70. Ouais. Le taux de ça voudrait dire que à tous les 14 ans, ton revenu, il double. C'est-à-dire qu'à tous les 14 ans, si mettons c'est 50% de tes problèmes qui disparaissent, à tous les 14 ans, la moitié de tes problèmes sont partis. Est-ce que, je veux dire, c'est, c'est fascinant, là, les gens sous-estiment. Puis chaque fois que j'essaie d'expliquer aux journalistes l'importance de la croissance économique, du développement, il y a toujours le oh, tu peux pas croire que c'est juste l'innovation qui va régler. Non seulement je le crois, mais le track record est beaucoup plus fort de mon bord que du bord de dire que plus d'intervention de l'État réglerait les choses, parce que l'État est un joueur très maladroit qui souvent va faire une chose avec la main gauche puis faire l'inverse ou quelque chose de contre-productif avec la main droite. Souvent, s'il réussit à ne pas faire des choses qui se contradisent entre elles, va faire des choses qui sont foncièrement négatives sur d'autres plans. Donc, Ouais. le trade-off est gigantesque. Alors que l'avantage de faire de la croissance économique, puis de s'imaginer les frontières qu'on pourrait explorer, coloniser puis là, je vais aller dans le futurisme, mais de coloniser les océans, de coloniser, de terraformer des planètes, de coloniser des nouveaux espaces, d'avoir des villes dans l'espace. C'est toutes des choses qui pourraient être possibles, qui ne sont pas scientifiquement impossibles, là, qui Ben, seraient si on se tout à fait projette dans le possibles. temps, je veux Mais, dire, ça mais dépend tout ça, le temps de l'échelle temporelle qu'on se donne, mais je veux dire, tu regardes le progrès technologique qu'il y a eu dans les 50 dernières années, puis tu te dis, projette-toi, mettons, dans 500 ans, puis essaie d'imaginer le futur. Personne n'est capable de le faire, là. Peut-être même que ce que tu dis, les gens vont dire, ah, peut-être même que ce que je viens de dire là, il y a des gens qui vont dire, ah, lui, il pensait que c'était dans 500 ans. Finalement, c'est en 2132 que c'est arrivé, ce truc-là. Tu sais. oh Il oui. n'y a, y a personne qui est capable de le savoir en réalité. Mais c'est caractéristique de beaucoup. C'est drôle comment c'est beaucoup de gens à qui on peut parler de ça ont une espèce de négativisme chronique par rapport à ce que le marché peut apporter, par rapport à ce que la croissance peut apporter, mais ils ont un optimisme totalement naïf envers les intentions bienveillantes de l'État ou le pouvoir de l'État à régler des problèmes. Puis moi, j'arrive toujours un peu avec les mêmes constatations. Je me dis, mais parmi toutes les. Prenons juste le 20e siècle, et parmi toutes les saloperies qui se sont passées au 20e siècle, là, toutes les pires horreurs, les Ouais. génocides, les guerres, essayez de m'en trouver une qui a été causée par le marché, les échanges économiques libres. Essayez de me trouver quelque chose qui n'a pas rapport avec le gouvernement là-dedans. C'est le gouvernement qui a mis des gens dans des camps. C'est le gouvernement qui a décidé de faire la guerre. C'est le gouvernement qui a séparé des gens selon leur couleur de peau. C'est le gouvernement qui a fait sauter une usine à Tchernobyl. Tous ces trucs-là, c'est le gouvernement qui est en charge de ça, là. Ouais, ben en fait, souvent, c'est quelque chose que j'aime ça souligner à du monde, là. Puis peut-être le meilleur exemple, c'est les famines. Tu regardes le nombre de décès de famine depuis, disons, la moitié du 19e siècle. La baisse est à peu près le taux, donc pas le nombre absolu, le taux, a baissé d'à peu près 90%. Ce qui est assez impressionnant. Par contre, en fait, plus que 90%. Par contre, si tu regardes les, les pires famines de l'histoire de l'humanité, les 10 pires, sur les 10 pires, il y en a 9 qui sont au 20e siècle. Je pense que 8 sont liés à des régimes totalitaires. Un des autres, c'est le Bangladesh, alors que les Britanniques étaient en charge de la place, donc comme puissance coloniale, pendant la guerre et que les Japonais avaient coupé des réseaux d'approvisionnement, en plus du fait que les Britanniques avaient décidé de faire une tactique de terre brûlée pour pas que les Japonais Ouais, puissent se ouais, ouais. nourrir à même la terre. Donc, on peut le rentrer dans la catégorie gouvernement. Donc, 9 sur 10, c'était causé par les gouvernements. Mais ça, ce que ça voulait dire, c'est que, OK, dans le fardeau de l'histoire de l'humanité, les décès qui apparaissaient par facteurs naturels étaient super importants. Puis les forces
que tu peux dire, ça peut être un paquet d'affaires, croissance économique, mais aussi des institutions plus inclusives. Amartya Sen parle de l'importance de la démocratie pour ça, mais que tu regardes après ça les 10 pires, les pires événements, les catastrophes, là, les événements extrêmes. Pas les cas de sous-alimentation chronique qui mènent à la mort. Les 10 pires, 9 d'entre elles, c'est causé par des gouvernements. Ça ne devrait pas alimenter ton scepticisme à l'égard de la capacité de gens qui ont du pouvoir de régler des problèmes. Tu ne peux pas croire que des individus privés peuvent faire des mauvaises choses, mais que les mêmes individus privés, lorsque conférés avec des pouvoirs monumentaux, ne vont pas commettre des atrocités de taille pire. Je ne suis pas convaincu de l'idée qu'une personne privée naturellement est mauvaise, mais si tu crois qu'une personne privée est mauvaise naturellement, donc que tout le monde est fondamentalement méchant, mais pas juste qu'on a des better sides of our nature, worse sides, like our better angels, our worst angels, l'idée qu'on a des tensions morales à l'intérieur de nous-mêmes, mais l'idée que certaines personnes ont que naturellement, là, dans la vie privée, la majorité du monde, ou la majorité des gens puissants sont mesquins, malicieux, la majorité du temps, la presque quasi-totalité du temps, et que là, tout ce qu'il faut, c'est trouver les gens qui ont du pouvoir, leur donner à des gens, à ces gens-là qui sont malicieux, du pouvoir. Et tu vas penser qu'en leur donnant plus de pouvoir, et dont le pouvoir de coercition, qu'ils vont réussir à faire la bonne chose, qu'ils vont se transformer en anges. Non, à un moment donné, il y a une naïveté là, dans les conversations sur les prémices. Je suis prêt à croire que l'État est capable de faire certaines interventions qui vont être bénéfiques. Mais c'est pour ça que j'arrête pas de dire ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu contraignes les pouvoirs de l'État le plus possible, puis que tu crées des règles du jeu qui fait en sorte que même le pire trou de cul de la Terre est obligé de faire la bonne chose lorsqu'il est au pouvoir. Mais ça vient toujours avec un espace plus limité, où est-ce que tu combats vraiment des externalités très claires, que tu gères des problèmes de bien public. Puis je parle bien public dans le sens des économistes, pas dans le sens de « c'est bien moralement », non, bien public, non, c'est ça. non rival, non exclusif. Ça, là, c'est vraiment là que l'État, tu peux avoir une justification pour, mais pas plus que ça. Puis plus tu t'augmentes autour de ça, plus que tu te donnes la chance, c'est des catastrophes comme celle que je parle. Ben, c'est parce que quand on réfléchit à ces trucs-là, il faut toujours penser que l'État est un instrument dont la puissance doit être absolument encadrée parce qu'on en a vu les ravages. Si c'est un peu une boutade, là, mais si tu t'amuses à chercher, mettons, quels sont les pires serial killers de l'histoire. Là, tu vas trouver Jack the Ripper, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, peu importe. Non, les pires, c'est 3 dudes de la Colombie. Le top 3, c'est 3 Colombiens qui ont comme 300 plus personnes. Ben, c'est ça, mais si tu checkes, ouais, justement, Pedro Lopez, puis des gens comme ça. Mais si tu regardes ces gens-là, t'es comme, OK, là, mettons, j'en ai un à 300, mais les autres, c'est, mettons, du 20, 30 victimes. Là, c'est beaucoup. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que peut faire un individu qui a des pensées meurtrières. Ben après, compare ça avec Mao Zedong, Hitler, Staline, tous les autres chefs d'État un peu débiles qu'il y a eu dans l'histoire qui ont tué des millions de personnes par leurs décisions, ben, ça te montre un peu que quand tu donnes ce genre de pouvoir-là aux individus, OK, tu peux avoir des gens qui sont bien intentionnés, qui sont naturellement bienveillants, whatever, mais c'est pas à ça qu'il faut que tu penses. Il faut que tu penses à s'il y a un genre de John Wayne Gacy là, qui un jour se ramasse au pouvoir, là, il faut absolument que j'aie tous les instruments pour limiter le potentiel d'action de ce gars-là. Parce que s'il avait décidé de faire 30 victimes en privé, là, ben, il va en faire des millions et des millions à la tête d'un instrument de violence aussi puissant qu'est l'État. Là. Ouais. Écoute, juste pour closer là-dessus, là, puis en plus, là, j'ai envoyé un lien pour un livre, c'est un de mes livres préférés. C'est pas là-dessus que le truc Netflix a été basé. Le truc Netflix est absolument mauvais. Là. Okay. Mais c'est How to be a Dictator, The Cult of Personality. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il prend tous les dictateurs, gauche comme droite, puis il montre que le facteur commun que tous ces gens-là ont, c'est que leur idéologie n'est pas aussi importante que ce qu'on réalise. L'idéologie était plus une justification pour quelque chose qu'ils voulaient vraiment.
Il y avait certains aspects de préférence qui étaient là, mais la réalité, c'était qu'ils étaient immensément flexibles de manière idéologique. Ils étaient prêts à changer des positions très facilement, tout simplement comme le pouvoir comme finalité. Quand tu offres un pouvoir absolu à certaines personnes, les gens qui sont les plus efficaces dans l'acquisition du pouvoir vont être ceux qui vont se spécialiser davantage là-dedans. Ils sont ceux qui sont les plus susceptibles de l'avoir, mais ceux qui sont les plus efficaces dans l'acquisition du pouvoir et le maintien du pouvoir sont généralement ceux qui sont les plus susceptibles de l'utiliser pour ses bénéfices, mais aussi de l'utiliser violemment pour restreindre la résistance, restreindre l'opinion des gens avec qui ils sont pas avec qui les menacent, donc ils sont pas prêts à utiliser de la violence. Bien, ça devrait être une leçon que tu devrais toujours errer du sens que laisse la société civile s'en occuper, laisse des individus qui n'ont pas de pouvoir de coercition tenter des solutions, et ton biais devrait toujours être contre l'idée, à moins que tu aies vraiment la prépondérance des pièces d'évidence, veut que c'est nécessaire dans ce cas-là, tu devrais toujours refuser d'augmenter l'étendue des pouvoirs du politique, tout simplement parce que ce que ça va faire, c'est que ça va attirer des gens vers ça qui ont probablement des traits de personnalité que tu ne veux pas qui se retrouvent avec du pouvoir. Ils ont tout un point en commun, ces gens-là, ils n'aiment pas beaucoup la liberté en passant. Non, en effet. Si tu peux les sonder leur esprit, il n'y a pas grand monde là-dedans qui sont comme oh, ouais, la liberté individuelle puis l'émancipation des individus, c'est vraiment important pour moi, c'est une valeur fondamentale. Non, eux autres, ce qu'ils veulent. Ça n'existe pas des dictateurs libéraux. Ça existe des dictateurs qui essayent de plaire à des libéraux, puis ça, c'est les libéraux qui se font, qui embarquent là-dedans, sont des cocus complices et devraient avoir honte. Mais ça n'existe pas des dictateurs libéraux. Ça n'existe pas. Mais des dictateurs socialistes, des dictateurs fascistes, des dictateurs communistes, des dictateurs théocrates, tout ça, ça existe. Oui. C'est ça, avec comme point en commun que l'État est un instrument pour arriver à des fins sociales. En plus, ce qui est drôle là-dedans, ben c'est drôle, c'est pas drôle pantoute, mais ce qui est ironique, c'est que tous ces gens-là sont persuadés de servir une noble cause. En fait, je ne suis même pas convaincu. Le livre que je te parle me fait croire que non. Que vraiment, l'acquisition du pouvoir en soi était une finalité, le reste est juste du window dressing. Le livre de Decotter, là, ça m'a vraiment affecté parce que je croyais ce que tu disais avant. Mais maintenant, j'ai vraiment penche beaucoup plus du bord que il n'y aurait aucun problème. Puis en fait, depuis que j'ai lu Decotter, je remarque certaines. Peut-être maintenant, c'est du biais de confirmation, là, fait que je fais attention un petit peu. Mais je lisais par exemple un livre sur le procès de Nuremberg. Puis il y avait un passage qui m'avait vraiment affecté. C'était Göring qui disait que pourquoi il s'était joint au parti nazi. Il avait dit que c'était le groupe qui avait l'air de vouloir le plus de moi, mais la journée avant, je m'en allais à un meeting des francs-maçons et ils voulaient vraiment m'avoir comme membre parce que j'étais un ancien pilote reconnu, un as de la Première Guerre mondiale, blablabla. Et là, j'allais avoir beaucoup de prestige. Puis là, tu vois qu'au final, le gars, tout ce qu'il voulait, c'était du prestige. Et il était prêt à l'avoir chez les francs-maçons que les nazis haïssaient. Et il était prêt à l'avoir chez les nazis. Ce qui te montre que généralement, là, les gens qui se retrouvent. Puis le point de Decotter c'est là que ça avait fait l'écho, c'est qu'il y a peut-être des gens qui les suivent ou qui les appuient, qui peut-être le font vraiment de bonne foi, par préférence, par vraiment attachement à une idée. Mais ceux qui se retrouvent à l'exercice du pouvoir, peut-être qu'il y a une exception ici et là, mais la réalité, c'est que si tu les sondes vraiment en détail, puis que tu es capable d'explorer le plus possible ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils disent, c'est du window dressing pour l'acquisition du pouvoir. Beaucoup plus que c'est une conviction fidèle. Ils sont prêts à changer sur un dime du jour au lendemain. Mais ceux qui théorisent la patente puis qui sont les idéologues du régime, eux, c'est ça qui est le pire, c'est qu'ils croient à ça pour de vrai. Là. Les idiots utiles. Là. Ben, tous ceux qui ont pensé à ceux qui ont écrit le programme économique du national-socialisme et tout ce genre de patentes-là. Ça, c'est des idiots utiles. Là, t'es comme, OK, eux autres, ils croient vraiment à ça, là, le Reich de Milan, puis un peu comme, je veux dire, Marx croyait à ses patentes aussi. Là. Il n'a pas écrit ça dans le but de faire l'Union soviétique. Là. C'était vraiment un projet théorique, puis
ils voyaient ça, là, la société sans classe, puis toute la patente. Là. Ça a vraiment été pensé comme tel. Là. Puis, à quelque part, je ne sais pas si Mao croyait lui-même à ses propres niaiseries, mais il y a vraiment des maoïstes convaincus là, qui pensaient que le travail des champs, puis Ah ouais. on allait faire un homme nouveau avec ça. Puis, il y a vraiment du monde qui croyait à ça pour vrai. Là. Ouais, puis il y a toujours des idiots utiles qui sont prêts à reprendre leur plume pour creuser des nouveaux abîmes d'abus de droits humains. Puis jamais, mais jamais, ils vont être là pour dénombrer les victimes des choses qui sont justifiées. Oh, et puis, au nom de l'idéal, il y a beaucoup de gens qui se sont bouchés le nez aussi. Là. Le Ouais. nombre d'intellectuels, entre autres européens, qui ont fait à un moment ou à un autre l'apologie de l'URSS parce que, bon, c'était la gauche en action, puis c'était donc beau. Ben, même des discours que tu entends encore aujourd'hui, là, du genre ouais, mais à Cuba, au moins, tout le monde est scolarisé, puis l'école est gratuite. Tu as vraiment des gens que tu te dis, mais sérieux, êtes-vous débile ou c'est juste de l'inculture totale de comment est ce système-là. Puis sérieusement, même maintenant, on en avait parlé dans un podcast, puis il y avait des commentaires en dessous, là. Ouais, mais Fidel, il a nourri son peuple ou je sais pas quoi. Là, Non, là t'es comme, OK, c'est bon, là. Là, on est dans les clichés carrément. Là. ah Ou, ouais. tu sais, là-bas, tout le monde sait lire et écrire. Puis là, t'es là, OK. Mais écoute, la chose, si tu es un intellectuel qui devrait toujours te faire peur, là, si tu te juges intellectuel, c'est que tu devrais jamais être prêt à accepter le chapeau de court jester. Ouais. T'es pas là pour changer les bottes du roi. T'es pas là pour lui proposer des choses. Moi, je vais vraiment toujours, puis je pense qu'on peut closer là-dessus, mais Lord Acton, qui est mon historien préféré, c'est lui qui a fait la phrase là, Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Puis les gens ne comprennent pas le contexte dans lequel cette quote absolument incroyable a été dite. C'est qu'il était en train de critiquer un autre historien qui avait fait une excuse des papes de l'époque de la Réformation. Puis la quote au complet, c'est Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority. Still more, remarque comment la influence and not authority. Ça s'applique genre aux intellectuels qui veulent essayer d'influencer les politiciens. Still more, when you super add the tendency of the certainty of corruption by authority. Donc, l'idée que tu te sers de ton autorité pour que tu te corromps par l'accès à l'autorité que tu as accès. Il n'y a pas, puis là, je vais traduire en français, il n'y a pas pire hérésie que celui qui détient, que l'office que tu détiens sanctifie celui qui le détient. Puis là, la phrase à la fin, il dit I would hang them higher than Haman for reasons of quite obvious justice, still more, still higher for the sake of historical science. C'est-à-dire que la job de l'intellectuel, c'est d'être le bourreau des réputations des hommes puissants, d'être celui qui porte du jugement beaucoup plus que celui qui devient le court jester. La cour d'Acton, c'est vraiment ma préférée. Tu peux pas te juger intellectuel puis être le on va y aller avec une analogie de porn. Tu peux pas être le fluffer du roi, là.